Salut les marques et les smarts et bienvenue au supplément SmackDown, votre épisode consacré cette fois-ci au SmackDown du 23 août 2016 qui avait lieu à Uncasville au Connecticut et je suis accompagné du célébrissime Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. Alors donc là on sort, SmackDown en fait conclut un peu un week-end de folie en termes de Ah, oui. catchesque, hein. On a eu du NXT, du SummerSlam et du Raw, ces deux derniers ayant été décortiqués par nos copains de catch-up Team Raw. Donc n'hésitez pas à les écouter si vous voulez tout savoir de ce qui s'est passé au pay-per-view le plus hot de l'été et au Raw du lendemain. Il y a eu pas mal de choses très intéressantes, voire surprenantes. Mais nous, on va se consacrer à SmackDown, qui est, on va dire, hein, le meilleur show de la WWE à l'heure actuelle. Voilà, je pense que ça ne souffre d'aucune comparaison. Euh, Donc, je zappe, il y a un petit segment d'ouverture, mais on en parlera un peu plus tard parce qu'il est relié, on va dire, au fil rouge de la soirée. Mhm. J'enchaîne directement avec quelque chose de pas du tout anecdotique, puisqu'il s'agit de la présentation des nouvelles ceintures par Ça les y est. GM et le commissionnaire, donc Shane McMahon pardon, et Daniel Bryan. On en parlait, il y avait des rumeurs plus ou moins officielles, on en a discuté pas mal dans les précédents numéros avec l'ami Giscal. Les voici, les voilà. Donc une nouvelle ceinture, donc un nouveau titre pour la division féminine, et également un nouveau titre pour la division par équipe. Les deux championnats portant le doux nom de champion par équipe de SmackDown et champion Oui. féminine de SmackDown. Donc tout le monde est réuni autour du ring, ou dans le ring, je ne sais plus. Mais tout le monde est là, en tout cas toutes les représentants de la division féminine ainsi que tous les représentants de la division tag team sont là. Donc le GM et les commissionnaires nous font un speech de motivation, hein, évidemment, et nous informent que pour couronner des champions par équipe et couronner la champion féminine, il y aura d'une part un tournoi tag team et d'autre part un six-pack challenge, donc un match avec 6 quoi, pour la division féminine. Le tournoi commençant dès ce soir. Par contre, rappelle-moi Giscal, mais le Six-Pack Challenge, est-ce qu'il aura lieu Alors moi j'ai cru comprendre que le Six Pack Challenge ce serait à Backlash du coup pour le Voilà, à tournoi. Backlash Ce qui, je le sera le rappelle, titre est match. le premier pay-per-view entièrement dédié à la brand de SmackDown. Mhm, mhm. Et qui également accueillera, j'imagine, la finale du tournoi peut-être. Et la finale du tournoi, tout à fait, c'est ça. Voilà, ça me paraît tout à fait logique. Donc Backlash qui aura lieu dans quelques semaines en septembre. On Oui. aura le temps d'en reparler d'ici là. Intervention de Heath Slater, alors que Daniel Bryan peine à terminer son discours, euh, qui évidemment vient rappeler à son bon souvenir de tout le monde sa présence et surtout ses derniers coups d'éclat, notamment avec Randy Orton et Brock Lesnar. Ch- Oui. euh, Daniel Bryan brise tout de suite les rêves de Heath Slater, qui évidemment est attiré par l'or des, des ceintures et lui dit qu'il n'a pas ce qu'il faut, qu'il n'est pas équipé comme il faut pour concourir à devenir le champion de la division féminine. Jusqu'à preuve du contraire, hein. Jusqu'à preuve de contraire. Heath Slater rit un peu jaune évidemment, qui c'est un mot, il dit bah non, mais je parle, c'est évidemment le titre par équipe qui m'intéresse. C'est là Shane McMahon qui évidemment en profite également pour lui glisser, mais écoute Heath Slater, pour être champion par équipe il faut être deux. Et là mon vieux, t'es tout seul. Donc, dans leur grande bonté, les deux figures d'autorité de la Brande Bleue autorisent Heath Slater à rejoindre le championnat par équipe, évidemment, à la seule condition qu'il se trouve un partenaire officiel d'ici la fin de la soirée. Justement, donc on va continuer sur cette histoire de Heath Slater, histoire de la clôturer. Donc il tente tout d'abord sa chance auprès de The Miz, mais Oui. ce bon vieux champion intercontinental, puisque The Miz a conservé son titre à SummerSlam, dans son match face à Apollo Crews, ou Cruise, Apollo Creed selon, selon ce selon bon. les GM, qui est malheureusement trop occupé à gérer sa carrière au cinéma, puisque Steven Spielberg, visiblement, est intéressé par le Miz pour son prochain Indiana Jones. Mhm.
Slater continue sa recherche dans les couloirs. Il tente sa chance avec Earn Anderson, Oui. donc l'un des célèbres membres des Four Horsemen, mais sans succès. Parce que tout simplement, ce bon vieux Anderson, il est vexé car il n'a pas été le premier choix. Heath Slater a malheureusement glissé qu'il avait d'abord cherché auprès d'autres partenaires. Et donc Anderson, visiblement, il est plutôt du genre à se vexer facilement. Donc retour à la case départ pour Heath Slater, qui semble abattu. Visiblement, il n'avait pas beaucoup de cartes à jouer. Le bon vieux Heath Slater, il faut dire que l'épisode dure pas très longtemps. Une main s'abat sur l'épaule, une main assez ferme, s'abat sur l'épaule de Heath Slater dans les vestiaires. Heath Slater se relève et qui voilà, Rhino qui vient lui proposer ses services. Rhino qui, on le rappelle, avait fait grosse impression en revenant dans SmackDown justement pour mettre une grosse dérouillée à Heath Slater. Donc il vient lui proposer ses services et visiblement on a donc une nouvelle tag team composée du rouquin et du gros Rhino, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, mon bon vieux Giscal, là j'ai parlé de pas mal de choses. Tout d'abord, ton avis sur... on va revenir sur les ceintures. Ça y est, c'est fait. C'est officiel. On a 2 ceintures. Donc, qu'est-ce que tu en penses? D'une part, on pourra toujours parler du look et du nom. C'est peut-être pas le plus important. Mais voilà, on organise un Six Pack Challenge pour la division féminine. On organise un tournoi pour la division tag team. Donc, est-ce que tout ça nous emballe et quel est ton avis concernant justement ça y est, ce lancement officiel de ces 2 nouveaux championnats? Écoute, en effet, sur le nom et les ceintures, pas la peine de s'éterniser là-dessus, parce que c'est pas forcément le point le plus intéressant. Elles sont, c'est des copies conformes pour ceux qui n'auront pas vu le show. Sachez que les ceintures par équipe et la ceinture des femmes sont des copies en version bleue, en fait, des titres qui existent déjà. C'est ça. Donc bon, moi j'étais un peu déçu par les noms plus que par les designs, parce que les designs, moi j'aime bien, à la limite ça me dérange pas que ce soit des copies, mais les noms, que ce soit les SmackDown Tag Team Champions et SmackDown Women's Champions, c'est un peu dommage, mais bon, c'est un peu dommage. Après, ça aurait pu être Universal Tag Team Champion et Universal Women's Champion. Est-ce que ça aurait été vraiment mieux? Visiblement, à Stamford, on n'est pas très inspiré en ce moment. Non. Du coup, on a peut-être le moins pire de ce qui est sorti de toutes les séances de brainstorming. Et les designs sont beaux, moi je trouve. Mais les noms, c'est vrai que c'est très bizarre. Mais les designs, surtout celle par équipe, je la trouve très classe en fait. Je trouve beaucoup plus classe que l'original. Oui, donc les plaques sont en argent, alors que les traditionnelles sont plutôt en cuivre et les ceintures donc sont en cuir bleu, effectivement. Donc c'est plutôt élégant, effectivement. Après, on peut regretter effectivement que alors que Raw et SmackDown affichaient clairement, en particulier SmackDown, leur volonté d'affirmer de se différencier, d'affirmer leur propre personnalité. Finalement, on met tout dans le même moule concernant les ceintures, les titres, c'est un peu pareil, on rajoute juste SmackDown. Voilà, on a été un peu pris de court, j'imagine, pas très inspiré. C'est possible. Bon, après, juste pour conclure là-dessus, les visuels les looks des ceintures, ça se change et ça a déjà été changé des centaines de fois dans le passé. Donc, vite. Mais bon, toujours est-il que sur les divisions, en fait, on reprend un peu la suite de notre discussion de la semaine dernière, parce que on en avait un peu parlé. Est-ce que pour nous, la division par équipe était assez fournie pour tenir des feux d'un titre? Et moi en tout cas mon constat, mais c'était un peu notre constat, si je parle pas pour toi, mais c'était un peu léger. On était d'accord, disons que c'était numérairement parlant. Il y a effectivement il y a le nombre, quoi. Après, en termes de qualité technique, elle est sûrement là quelque part, mais c'est plus en termes de build, quoi, de construire des tag teams qui effectivement pour beaucoup d'entre elles ont souvent écumé le card et enchaîné les défaites. C'est ça le problème, c'est que du coup il va falloir maintenant remonter la pente pour pas mal de tag teams. Alors l'avantage, c'est que on en reparlera sur le reste de l'épisode, mais j'aime bien ce concept de tournoi. Je pense que c'est important de l'avoir lancé comme ça. Parce que moi, ce dont j'avais peur, c'était que finalement American Alpha, de par leur build depuis plusieurs semaines, depuis leur arrivée, soit un petit peu propulsé en haut de l'affiche pour le match pour le titre, et puis
on leur définisse des adversaires comme ça, et ce qui fait que ça aurait peut-être un peu tué dans l'œuf la construction de l'ensemble des équipes et de l'ensemble de la division, de déjà mettre le focus sur une équipe en particulier et de tout de suite créer une feud, et ce qui fait que ils se seraient d'entrée de jeu enfermés dans c'est American Alpha contre telle équipe, ils vont gagner leur feud et ensuite il va falloir leur en trouver une autre et tout. Là, le fait d'avoir lancé le truc sous forme de tournoi, déjà c'est toujours plaisant, moi j'aime beaucoup les tournois. Oui, et puis ça illustre quand même, ça reste pour une fois, on va dire, ça reste Voilà, cohérent par rapport au discours de Daniel Bryan qui est tout le monde a sa chance, donc quoi de mieux qu'un tournoi pour donner sa chance à tout le monde. C'est ça. Donc du coup, on a les Usos, Ascension, American Alpha, Breezango. Tout ça, c'est correct, on va dire. Ces 4 équipes-là, moi, je trouve ça plutôt correct. Breezango, il y a quand même, Breezango, il y a tout un boulot déjà avant la séparation des brands. Il y avait quand même un petit boulot pour les remonter, je trouve, pour les rendre un peu plus crédibles. Ils avaient généralement des matchs un peu longs, des matchs un peu plus sérieux. Et d'ailleurs, on le verra dans le show, c'était plutôt un très bon match. Donc, cette équipe-là a du potentiel. Et puis après, moi, à côté de ça, on a les Hype Bros et les Vaudevillains. Ça, c'est un peu plus comédie. Je pense que ça n'ira pas forcément beaucoup plus haut. Et puis, maintenant, c'est la surprise Rhino East Slater qui fait que le tournoi se transforme en un tournoi à 8. Donc, ça veut dire qu'il y a une équipe qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est assez intéressant. Parce que c'est un tournoi à élimination directe, c'est pas un championnat. Non, donc on est dans les quarts de finale, là, c'est pendant l'émission. Donc du coup, on a en plus une petite surprise parce qu'on a une équipe qui devrait techniquement arriver en plus. Donc voilà. Bon, numériquement, le constat reste un peu le même. Numériquement, voilà, on y est. Après, je suis pas encore super convaincu que sur le long terme, on soit capable de faire beaucoup de choses avec 4 équipes vraiment sérieuses. Et 4 équipes dans lesquelles, en plus, il y a des équipes, il faut quand même qu'elles remontent un peu la pente. Donc, à voir. Est-ce que le salut passera par peut-être un heel turn des Usos ou la montée d'une autre équipe de NXT ou l'arrivée d'une nouvelle équipe de tout court, peut-être, je sais pas. Oui, on peut imaginer une formation de deux compétiteurs solo, ce qui a été fait récemment à Raw. Donc, ouais. Bon, à voir. Je pense que je suis pas forcément inquiet. S'ils veulent faire quelque chose de bien, ils peuvent le faire. Le roster est suffisamment profond pour créer ou faire monter des équipes. Là, dans l'état actuel des choses, je suis un petit peu sceptique parce que ça me semble léger. Et vu comment ils semblent s'occuper de leur ceinture de manière générale et d'avoir déjà du mal à gérer leur pool de ceintures au quotidien, en rajouter 2 autres, c'était ce qu'on s'était dit la semaine dernière. C'est juste, moi, je suis sceptique sur la capacité des bookers, ou en tout cas la volonté des bookers à faire quelque chose de correct pour tout le monde. Disons ils viennent de se mettre un gros. Là, ils se sont mis de la pression. Une grosse pression. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Ça se trouve, les mecs sont totalement relax. Ils disent, on rajoute 10 ceintures ou 3 ceintures, on bouquera pareil, de toute façon. Du coup, là, on va parler de ces 2 fameux premiers matchs du tournoi. Effectivement, The Ascension affrontait The Usos. Dans un match où, effectivement, ça fait plaisir, malgré tout, de voir quand même. The Ascension et d'autres équipes de la low card qu'on apercevait à peine, voire pas du tout avant le brand split, qui peuvent enfin remontrer à nouveau leur catch, qui est un catch assez agressif, plutôt physique, et donc qui font parler leur physique face aux Usos, que c'est plus la voltige, on est un peu plus dans la frime, les kicks, et ça saute dans tous les sens. Victoire. Donc là, on ne sera pas trop étonné, malheureusement, des Usos sur The Ascension, grâce à un enchaînement de super kicks et le fameux Uso Splash de Jimmy sur l'un des Illuminati. Oui, c'était Connor ou Victor. Un des deux. Un petit avis rapidement sur le match, Giscal. Écoute, match très rapide et très efficace. Moi, je saluerais l'effort des 4 pour avoir finalement fait quelque chose de très, très agréable en si peu de temps, parce que je pense que le match a duré à peine 3 minutes. Donc c'était une sorte de squash un peu prolongé, plus qu'autre chose, avec on va dire, pour remettre un peu le moveset des Usos dans l'esprit des gens, parce que ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus. Exactement. Donc
c'était très très bien pour la durée que ça a pris. Donc j'étais satisfait de ce match. Et puis du vainqueur, je trouve que c'est assez logique. Donc on enchaîne du coup avec le deuxième match, puisqu'il a eu 2 matchs pour ce Oui. première phase du tournoi. Donc les fameux Breezango, donc Tyler Breeze et Fandango, affrontaient les célèbres dorénavant American Alpha. Breezango, on les connaît plutôt pas mal à la WWE. American Alpha, ils viennent à peine de débuter, mais les suiveurs de NXT les connaissent plutôt bien. Donc clairement, là, donc American Alpha, c'est de la lutte, c'est de la technique pure, avec quand même pas mal de prises assez. Enfin, il y a vraiment une alchimie entre les deux en termes de tag team. Face à Breezango, qui est peut-être un catch un peu plus classique, je ne sais pas comment on pourrait vraiment le définir. Toujours est-il que au final, victoire donc des jeunes loups American Alpha Ouais. sur Breezango. Donc là, une fois de plus, pas de surprise dans le résultat final. On est vraiment plus dans la démonstration voilà, des forces en présence. American Alpha qui a remporté la victoire à leur célèbre Grand Amplitude. Qui est donc leur finish move assez impressionnant, en tout cas assez solide, qui correspond bien à une équipe, donc sur les Breezango. Donc est-ce que tu as un avis sur ce match? Ah bah moi j'ai trouvé ce match vraiment excellent. Alors on verra que ce n'est pas le show stealer de la soirée, mais ça aurait pu dans beaucoup d'émissions hebdomadaires, ça aurait pu l'être. Donc je conseille à tous ceux qui nous écoutent qui n'avaient pas vu SmackDown. Mais bon, de toute façon, je pense qu'après ce podcast, ils le regarderont en entier parce qu'il était vraiment très bon. Mais, il faut aller voir, il faut voir ce match. C'était un des meilleurs matchs par équipe depuis un bon bout de temps. Ça a duré plus de 10 minutes. Ils ont eu beaucoup de temps. C'était vraiment très sympa d'ailleurs pour Breezango, je trouve, qui soit dans un match aussi long. Donc, c'était vraiment un excellent match. Et je serais pas aussi catégorique sur le. Enfin, tu disais ça permettait aussi de faire un peu un showcase des moves. Je trouve que Breezango, par moment, m'ont presque. Bon, on savait qu'American Alpha gagnerait, mais ils m'ont presque fait douter par moment. Il y a eu des très beaux near falls, il y a eu des très beaux enchaînements. Breezango a vraiment été excellent. Et ça me fait plaisir de les voir. Ça montre aussi, je pense qu'ils ont quand même un peu la confiance derrière eux des bookers de SmackDown, de les voir aussi bien exposés aussi longtemps face à l'équipe qui manifestement sera la top team à SmackDown. Ça aurait pu, voilà, à mon sens, ça aurait même pu être une demi-finale plutôt dans le tournoi. Sympa, c'est dommage de voir ça en quart et de voir Breezango sortir si tôt. Ça aurait pu être une demi-finale contre American Alpha, mais bon, c'est comme ça. Donc excellent match, et c'est le genre de match qui me laisse penser qu'on reverra Breezango dans le haut de l'affiche des équipes assez vite après le tournoi, parce que ils développent vraiment quelque chose de bien tous les deux, je trouve. C'est un de ces fameux matchs où le perdant est peut-être le gagnant, quoi. C'est ça, ouais. Parce que voilà, le gagnant American Alpha, il gagne rien. Bon, si, évidemment, il gagne le fait d'avancer dans le tournoi, mais ils gagnent pas beaucoup plus en termes de positionnement vis-à-vis du public. On savait que c'est eux, quoi, l'équipe à battre. Donc, voilà. Donc on va enchaîner avec l'autre division qui dorénavant euh, possède un titre, puisqu'il s'agit de la division féminine. On a eu 2 matchs ce soir, donc ce n'est pas rien. Dans un épisode d'à peine 1h20 sans les pubs. Premier match, tout simplement Becky Lynch qui affrontait Alexa Bliss. Oui. Donc on peut considérer ça comme des matchs de préparation un peu pour le Six Pack Challenge. C'est ça, j'imagine. Ouais. Histoire de justement montrer une fois de plus les forces en présence. Aux commentaires, Natalia et Naomi. Comme ça, on a réussi à mettre tout le monde, même si tout le monde n'a pas un match, tout le monde sera là ce soir, qui évidemment se chauffe aux commentaires. Donc dans ce match opposant Becky Lynch et Alexa Bliss, Becky Lynch qui est un peu à la fois celle qui semble presque quasiment la plus légitime, en tout cas la plus attendue pour être la première couronnée, mais qui souffre malgré tout d'un compteur de victoires assez faible, en tout cas des victoires de prestige. Ouais. On se rappelle que depuis WrestleMania, Becky Lynch,
Malheureusement, elle Très bien. perd quoi. On pourrait résumer ça à elle perd, hein. Soit elle perd, soit elle se fait tabasser en backstage. Voilà. Donc clairement, il faut remontrer une Becky Lynch forte qui gagne. Et c'est ce qui s'est passé, puisque Oui. malgré, on va dire, les compétences athlétiques d'Alexa Bliss et sa hargne, hein, parce qu'Alexa Bliss, clairement, elle en veut aussi, parce que c'est un petit transfuge de NXT, Mhm. qui est également attendu pour les connaisseurs. Mais la force et toute la rage de Becky Lynch est plus forte, et c'est une victoire donc de Becky sur sa célèbre prise de Disarmer. soumission, le Disarmer. Donc grosse pop évidemment pour Becky Lynch qui avait déjà profité d'une grosse pop lors de l'annonce de la ceinture en début de show du public. Mhm. Donc victoire de Becky Lynch. Est-ce que Giscal, tu penses que c'est bon, Becky Lynch, elle est partie pour prendre le titre? Est-ce que c'est un boulevard pour elle ou est-ce que tu aimerais voir peut-être un peu plus de compétition et autour Euh, de ce titre, quoi? moi, oui, bah, moi, clairement, j'aimerais voir plus de compétition. Je pense pas du tout que ce soit un boulevard. À la limite, c'est le point positif de ce SmackDown, c'est que avant ce SmackDown, je pensais que potentiellement ça pouvait être un boulevard pour Becky Lynch parce qu'il y avait que elle qui semblait armée aussi bien scénaristiquement que dans le ring pour faire quelque chose en fait avec la ceinture, parce que hormis le running gag Eva Marie, c'était un peu elle qui était présentée comme la catcheuse de SmackDown. Donc je pensais que ça allait être le cas. Maintenant, je suis plus si sûr que ce soit un boulevard parce que SmackDown a plutôt fait un bon boulot pour mettre en avant d'autres filles cette semaine, et dont Alexa Bliss d'ailleurs, qui est plutôt surprenante. Enfin, moi, je la connaissais pas du tout. Donc, je suis plutôt agréablement surpris par ce qu'elle a pu montrer dans le ring. Faut pas oublier que du coup, elle avait quand même battu Becky Lynch la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et oui, tout à fait. Donc pour l'instant, les Euh, compteurs sont plutôt donc à elles un en partout, sont, hein. voilà, elles en sont un partout. On peut pas non plus dire que Becky Lynch écrase la concurrence. Elle vient de, bon bah voilà, elle a repris sa victoire, ce qui était important. Euh, non, il y a pas forcément un boulevard. Alexa Bliss, c'est très intéressant. On verra par la suite, sur la suite du show. Enfin, tu vas en parler justement, j'imagine juste après, mais il y a eu un autre match féminin. Enfin, il y a eu un autre match féminin Mhm. avorté. Mais du coup, d'autres filles sont dans le mix. Il y a eu au commentaire de ce match-là, il y avait Naomi et Natalia qui étaient là. Naomi avec sa nouvelle entrée, sa nouvelle qui semble plutôt bien marcher auprès du public et tout. On peut se dire Ah, qu'elle moi va je peut-être, confirme, hein. ouais, Sur moi, ça marche très très bien. on va dire qu'elle va peut-être avoir une petite carte à jouer là-dessus parce que parfois ce sont ce genre de petites choses qui font que bah, les bookers peuvent foncer tête baissée et donner leur chance à quelqu'un. Donc pourquoi pas. Et puis bon, bah, Natalia, elle est toujours là quand même, donc elle a l'expérience. Elle pourrait faire tout à fait une première championne de SmackDown tout à fait crédible. Donc pourquoi pas. Donc non, il n'y a pas forcément de boulevard. Je suis plutôt satisfait du travail fait cette semaine avec le Six Pack Challenge parce que je trouve que toutes les filles ont été plutôt montrées sous leur meilleur jour de manière générale, sauf une qui n'était pas là et tant mieux. Oui, donc tu Euh, fais référence à Eva Marie qui a c'est été ça. pris par la brigade, hein, Voilà. assez Euh, récemment et du coup qui n'a pas participé à SummerSlam et qui a du coup été remplacée par celle dont on va parler puisqu'elle avait un match ce soir. Il s'agit de Nikki Bella voilà, qui Nikki Bella. donc célébrait son grand retour après des mois et des mois de convalescence suite à une grosse blessure. Qui Euh, manifestement était signé à SmackDown du coup. qui du coup par la même occasion, même si finalement ça n'a Ça pas n'a pas été trop, ça a pas été trop médiatisé, hein, mais médiatisé, donc assigné par la même occasion à SmackDown. On pourrait peut-être regretter effectivement l'absence d'informations, de médiatisation, même un simple mot concernant tous ces free agents qui débarquent dans les shows après la draft. Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont signés à SmackDown ou à Raw, par exemple? Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est des choses qui sont intéressantes, hein, quand on voit combien Heath Slater se bat pour avoir un contrat et qu'on voit les autres arriver par petites vagues. oui. Toujours est-il que Nikki Bella affrontait ce soir Carmella. Nikki Bella qui donc avait rejoint la team des Heels, si on peut dire, lors du fameux match à SummerSlam, et qui avait donc apporté la victoire en plus à son équipe. Donc gros retour. Donc elle devait affronter Carmella ce soir. Donc Nikki Bella, qui donc avait rejoint la team des Heels, si on peut dire, lors du fameux match à SummerSlam, et qui avait donc apporté la victoire en plus à son équipe. Donc, gros retour. Donc elle devait affronter Carmella ce soir. Donc
Donc au début, elle commence à être interviewée par Renee Young, qui a un petit peu de mal d'ailleurs à la canaliser, puisqu'elle est absorbée littéralement par le public, qui alors a une pop énorme pour la femme de John Cena. Oui, c'était impressionnant. Assez impressionnant, effectivement. C'est peut-être même à SummerSlam d'ailleurs. La plus grosse pop. Ah bah alors pop, SummerSlam, ouais, alors, le toit s'est envolé. Probablement une des plus grosses pop à la fois de SummerSlam et même de SmackDown. Hein. Et Carmella, l'interview n'a même pas le temps de vraiment commencer, que Carmella s'en prend à Nikki Bella, donc agresse Nikki. Oui. Et donc marque là, on peut le dire, une sorte de heel turn de Carmella. Ah bah complètement, ouais. Complètement. Et probablement, de par sa victimisation, Nikki Bella pourrait également donc marquer un face turn, puisqu'il faut le rappeler, vu la pop qu'elle a, je pense qu'elle a rejoint la team des heels à SummerSlam pour faire le nombre, mais la pop est tellement énorme que les bookers ont fait la petite tour de passe-passe qui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi était probablement le plus intéressant, parce que clairement Carmella, à la fois sa gimmick et le fait que ça ne prenait pas tellement avec le public, aura sûrement une meilleure carte à jouer en tant que heel. Et Nikki Bella, avec sa pop, évidemment, est une face assez naturelle. Donc, qu'en penses-tu de de ce fameux double turn, finalement? On parle souvent de double turn, on attendait un double turn à Dolph Ziggler, dans le Dolph Ziggler versus Dean Ambrose. On attendait double turn partout, et là, il y en a eu un petit. C'est ça. Donc, finalement, à SmackDown, on n'est pas trop mal loti. Du coup, ouais, double turn, en effet, IRM, double turn, c'était un peu surprenant. Moi, je m'y attendais pas du tout, du tout. Par contre, je pense que c'est une bénédiction pour les deux, d'ailleurs. Une bénédiction pour les deux, parce que, bon, Carmella, on l'a dit par le passé, avec tout le monde à peu près, hein, avec Hank, avec Ringside, avec toi, elle allait droit dans le mur. Mais genre à pleine vitesse, avec son entrée pourrie, qui d'ailleurs ça fait 2 semaines qu'ils ont squeezé son entrée au micro parce que ça ne marchait plus, ça ne marchait pas d'ailleurs, ça n'a jamais marché, et puis même je pense que même en face elle aurait pas fonctionné tout court, donc là c'est une très très bonne nouvelle pour elle, et de manière générale pour les filles à SmackDown, parce que comme elles sont pas très très nombreuses, je pense qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir un personnage qui ne fonctionne pas, quoi. Qui ne fonctionne pas. Enfin voilà, laisser sur le carreau, c'est pas possible. Donc il fallait faire quelque chose, et c'est tout à l'honneur des bookers et de Carmella aussi, j'imagine, de prendre sur eux et de changer aussi vite de direction, parce que son personnage est encore assez jeune, donc ils auraient pu se dire qu'il fallait persévérer ou quoi que ce soit, mais non. Voilà, c'était sûr que quand on rentre avec des bruits de criquets pendant 5 semaines de suite, il faut faire quelque chose. Donc là, c'était très bien. C'était un turn très classique, hein, agression sur un gentil qui revient. Alors gentil, pourquoi? Parce que je pense que le public a dû prendre en affection Nikki Bella, qui revenait après une blessure qui, mine de rien, aurait pu mettre fin à sa carrière quand même. Elle s'était blessée assez gravement à la nuque ou au cou, enfin en tout cas je sais pas, mais enfin toujours une région très compliquée pour les catcheurs. Donc je pense que sa pop aussi vient de là. C'est vrai que voilà, elle a surmonté cette blessure assez grave, elle revient. Donc c'est bon voilà, les Américains sont assez friands de ce genre de comeback un peu héroïque. Puis bon, c'est la femme de Cena, alors c'est assez symbolique. Mais du coup, elle est face un peu de facto. Donc c'est bien, c'est plutôt bien exécuté, et c'est bien exécuté aussi pour la division féminine, qui se retrouve du coup avec une deuxième top face assez forte. Parce que Nikki Bella, c'est quand même pas n'importe qui. Donc maintenant, ils ont Nikki Bella et Becky Lynch, et en face, ils ont des heels déjà un peu plus sympas, je trouve, en rajoutant Carmella et avec Alexa Bliss, qui a montré des choses. On attend toujours de savoir si Eva Marie va être sérieuse ou pas. Mais voilà, après cet enchaînement de deux segments dont on vient de parler, je suis déjà un petit peu plus confiant de ce qu'on peut faire avec les filles à SmackDown. Donc je trouve que c'était bien exécuté, et surtout très bienvenu. Donc nous voilà rassurés pour la division féminine. Alors, je ne sais pas, on avait besoin d'être rassurés, c'était pour Randy Orton. Suite donc à ce sanglant main event de SummerSlam qui a fait couler à la fois beaucoup de sang et beaucoup d'encre.
je pense. Donc Randy Orton qui donc a perdu son match face à Brock Lesnar, la brute Brock Lesnar, hein, qui l'a complètement mis à terre et démoli et explosé la boîte crânienne puisqu'il s'est retrouvé en sang et qu'il a gagné, Brock Lesnar a gagné par TKO, donc KO technique. Toujours est-il que, surprise ou non, mais en tout cas, Randy Orton est là ce soir et ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, il vient en se grattant un peu le crâne, il est avec le sourire. La blessure n'était pas si grave que ça, elle était visiblement très impressionnante. Puisque manifestement 10 points quand même. Hein. Voilà, je pense qu'il peut rajouter ça à la longue lignée des points de suture de la vie d'un catcheur. Donc c'était comme une grosse ouverture, mais bon, ça a l'air d'aller. En tout cas, il avait le sourire. Donc il prend le micro, il se démonte pas, hein, il a pris une grosse dérouillée, hein, sans grosse surprise, il s'y attendait, tout le monde s'y attendait. Bon voilà, on pensait évidemment qu'il avait une petite chance avec tout ce qui se passait un petit peu autour, en dehors du kayfabe, et puis Randy Orton avait l'air assez motivé quand même, il avait fait forte impression. Finalement, il s'est pris une branlée. Il s'est pris une grosse branlée. Au passage, juste pour clore cette histoire de le cas Brock Lesnar, on apprend à un moment donné backstage par Shane McMahon que Brock Lesnar a écopé d'une amende, hein, pour, je pense, s'être attaqué à Shane McMahon après le match, parce qu'il lui a porté un F5, une amende de $500. C'est peut-être rien pour Brock Lesnar, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. En tout cas pour Shane McMahon ce n'est pas suffisant, et donc Shane McMahon visiblement annonce que c'en est point fini de cette histoire. On revient sur le ring avec Randy Orton qui commence alors à s'adresser, qui commence à parler de Shane McMahon, si je me trompe pas. Toujours est-il qu'en tout cas il est interrompu par le noir et l'apparition de Bray Wyatt, donc qui s'approche du ring, donc avec sa célèbre musique. Donc Bray Wyatt, tout de noir vêtu, avec sa capuche, l'homme sombre, lui rappelle à Randy Orton qu'il n'est qu'un homme après tout, mais que lui, Bray Wyatt, est un dieu, et qu'un dieu, ça ne meurt jamais. Blablabli, blablabla, hein, vous connaissez un petit peu les discours habituels de Bray Wyatt, hein, ça c'est un peu la constante depuis certaines années, ainsi que ses nombreuses défaites. Et donc ça s'arrête là-dessus, coupure promo, et Bray Wyatt disparaît comme il est apparu, laissant Randy Orton seul au milieu du ring. Donc nous y voilà, hein, cette rivalité Bray Wyatt et Randy Orton, Giscal, dont on avait parlé la dernière fois, puisque les deux s'étaient croisés entre deux segments, par un simple jeu de regard, avait laissé sous-entendre une possibilité de rivalité. Ce n'est jamais innocent, les regards. Ce n'est jamais innocent, et les bookers, les scénaristes en tout cas, ont bien fait leur boulot à ce niveau-là, ou les catcheurs, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont bien fait leur boulot. Puisqu'effectivement, une rivalité s'annonce entre le dévoreur des mondes et la vipère. Alors, qu'est-ce que tout cela te donne comme impression, t'inspire? Moi, ça m'inspire beaucoup. On en avait parlé aussi la semaine dernière. Je suis très... ça me va très bien comme feud. Je pense que c'est une excellente feud pour les deux, parce que Bray Wyatt, ça lui fait une feud de très haut calibre, hein, parce que Randy Orton, c'est pas n'importe qui. Il vient de faire le main event de SummerSlam, c'est le Legend Killer, c'est un multiple champion du monde. Et puis mine de rien, c'est un petit peu une légende maintenant. Il se positionne un peu comme maintenant un face vétéran à SmackDown, et je pense que c'est ce qu'il est. Oui. Ouais, c'est bien pour lui. Finalement de se mettre en rivalité avec des jeunes comme Bray Wyatt, et pour leur donner un max d'exposition et de spotlight, et justement de les faire profiter de son aura et de son expérience. Donc même si truc assez dingue quand même, parce que j'avais regardé ça après SmackDown, mais Randy Orton n'a que 36 ans. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est là depuis tellement longtemps, mais d'ailleurs il est là depuis tellement longtemps, mais c'est toujours assez c'était, rappelons-le, le plus jeune champion de WWE,
clairement, hein, et c'est un enfant de la balle et Ouais. il a déjà une Donc, longue carrière malgré sa donc, jeunesse. du coup, c'est très bien. Moi, je pense que voilà, c'est une excellente rivalité pour Bray Wyatt je vais prendre la suite de ce qu'on avait dit la semaine dernière, mais je pense peut a les moyens de s'installer comme pas top heel, parce que le spot est pris en ce moment et pas par n'importe qui, mais en tout cas vraiment dans le très très haut de l'affiche de SmackDown à moyen terme et être un futur champion du monde là-bas assez rapidement parce il a le potentiel, il a le personnage, il a l'appui du public, en tout cas la réaction du public. Donc c'est ce genre de rivalité qui font que il peut en continuer à monter et à progresser. Donc moi je suis très satisfait. Puis en plus c'est une affiche inédite et déjà rien que pour ça c'est agréable. Oui, quand on voit effectivement Bray Wyatt a affronté de nombreux stars, top stars depuis ses Ouais, ouais. débuts, effectivement, Ah, quand tu réfléchis, Randy Orton, leur chemin ne s'était jamais croisé jusqu'à c'est aujourd'hui. ça. C'est ça. Donc du coup, c'est du tout bon. Ça va nous donner une série de matchs assez sympa. Voilà, c'est ce que j'attendais. Bon, là, on l'a pas trop eu, mais à mon avis, on l'aura dans les semaines à venir. C'est que ça va être aussi une opposition de style assez fun, et de opposition au micro assez fun, parce que voilà, Bray Wyatt nous a fait du Bray Wyatt très classique. C'était sa promo. Voilà, toi, t'es un homme, moi, je suis un dieu. Je ressens pas la douleur, je peux pas mourir. Enfin voilà, promo assez mystique, assez noire, assez sombre. Alors que pendant ce temps-là, Randy Orton, depuis son retour, nous a habitués à des choses beaucoup plus légères, à des moqueries, à des taunts, beaucoup d'insolence, parce qu'il joue sur le fait que bah voilà, maintenant c'est un peu un vieux briscard, même s'il est jeune. Donc il en profite pour cabotiner, faire son malin, se la péter un peu. Le public adore ça. Donc je pense qu'il va y avoir des promos assez fun entre les deux. Les matchs peuvent être aussi sympas. Ils ont prouvé tous les deux qu'ils pouvaient faire d'excellents matchs. Donc voilà, moi je suis très content, très très content. On va bien se marrer. Et puis c'est nouveau, c'est frais. Ça vient de sortir. C'est plus chaud. Là, on va attaquer le gros steak, hein, le gros morceau de ce SmackDown. Qui va donner naissance à un match de plus de 20 minutes. Je viens d'aller voir la durée du match, Ouais, ouais, un match de plus de 20 minutes. Donc, petit retour en arrière, au début de show, on avait AJ Styles qui vient frimer dans les vestiaires avec le brassard Never Give Up de notre ami John Cena, qui n'est pas là ce soir, Giscal, non, malheureusement. qui donc John Cena a perdu, hein, Succombé. voilà, a Ouais, succombé et voilà, est tombé à SummerSlam c'est bien battu, hein. dans un match d'anthologie. Hein, Ouais. franchement, voilà. J'avais eu la moitié du pronostic, la plus facile. J'avais dit qu'il ferait un match de 25 minutes, peut-être même plus, et que ce serait la folie, que ce serait un match de dingue. Ça n'a pas loupé. Ouais, et donc défaite du Marine qui en plus à la fin de son match à SummerSlam donc a abandonné ou en tout cas déposé, que je ne Oui. sais pas si c'est vraiment un abandon, mais a déposé Non, son célèbre pas, brassard multicolore Never Give Up au centre du ring. Voilà, c'est une image très très forte. Et là, AJ Styles, ce petit malin, a récupéré visiblement le brassard hein, ouais. pendant une coupure pub ou je ne sais pas. A récupéré le brassard et se l'est approprié. En tout cas, il se le met sur la tête en fait, puis après il se le met sur le bras ou je ne sais pas. Il y a peut-être le Ouais, brassard. c'est Il ça. il a Sur la récupéré tête. tous les goodies qu'il pouvait, je ne sais pas. Et donc il vient frimer dans les vestiaires auprès voilà, de nombreux locardeurs de SmackDown. Et il voit un visage qu'il n'apprécie pas, puisque c'est le visage de Dolph Ziggler, hein, le visage d'un loser, puisque Dolph Ziggler a également perdu son match Oui. face à Dean Ambrose, donc pour le titre de champion. Donc voilà, provocation de AJ Styles envers Dolph Ziggler. Dolph Ziggler n'aime pas qu'on le provoque, hein. Il est très content d'avoir perdu déjà, alors faut pas venir le faire chier. Donc début de baston dans les vestiaires. On avance, retour en ring, promotion in-ring en cours d'épisode. AJ Styles donc, qui rappelle à nouveau sa victoire. Il rappelle donc voilà, il console les fans de John Cena qui n'ont plus à pleurer puisque John Cena est parti. Puisque c'est très simple, hein, pour ne plus pleurer, il suffit de devenir des fans de AJ Styles. Jamais. Jamais crie Jamais. Giscal évidemment, Never Give Up, Never Surrender. Voilà, ce serait sombrer du côté obscur de la Obscur. force évidemment. Donc Dolph Ziggler évidemment apparaît soudainement, il souhaite en découdre, il est retenu par
le corps arbitral. On aperçoit d'ailleurs Jamie Noble qui est toujours là. Oui. Ça fait plaisir. G-Agent Security. C'est ça. Voilà. Et un mec dont je ne connais pas le nom, mais j'imagine que c'est quelqu'un d'important. Ouais. Daniel Bryan arrive, le GM de SmackDown. Et donc, veut mettre un petit peu d'ordre et de sens à tout ça. Pas de ça chez nous, dit-il. Pas de baston comme ça, là, en vain. Si on se met sur la tronche dans un match, dans un ring, dans un match avec un arbitre. Donc, il annonce qu'effectivement, en battant John Cena, AJ a gagné le statut de first contender de façon assez légitime. Donc, j'ai trouvé ça plutôt bien amené. C'est vrai que battre John Cena, c'est pas anodin. Non. Et donc, il organise un petit peu, il fait un petit peu sa petite tambouille là, Daniel Bryan. Il annonce que voilà, il y aura un match ce soir entre AJ Styles et Dolph Ziggler, et que l'issue du match déterminera l'affiche du titre, enfin pour le titre de champion à Backlash, le fameux pay-per-view dont on a parlé tout à l'heure. Donc, l'enjeu est simple, si AJ Styles gagne, il affrontera Dean Ambrose à Backlash pour le titre. Bon là, on se dit, de toute façon, oui, il était déjà visiblement first contender. Ouais. Bon, merci Dean Ambrose. Merci Daniel Bryan. Ouais. Par contre, si Dolph gagne, et c'est là où c'est intéressant, il rejoint la carte dans un triple threat match, donc à Backlash. Donc en fait, pour ce match, Dolph a tout à gagner, mais AJ Styles a pas tout à perdre, mais presque. En tout cas, il aurait un... C'est-à-dire que ça se transforme en triple threat. Donc ça se transforme en triple threat, donc c'est à la fois plus de chances de gagner, mais aussi plus de chances de perdre. Donc, on retrouve un peu plus tard une promo de Dean Ambrose, le champion, parce que finalement, on ne l'avait pas encore vu depuis le début de ce show. Un champion un petit peu dans l'ombre, on va dire, un petit peu discret. Donc, il est interviewé backstage. Donc, ils sont dans un casino ce soir, donc... il était visiblement en train de jouer à la roulette, il claquait un peu de fric. En tant que champion, on a un meilleur salaire, visiblement. Donc il est un peu, voilà, il profite. Il se prend pas la tête, notre Dean Ambrose, il n'est pas comme ça, c'est pas son genre. Donc on lui annonce que ce soir on lui a annoncé en tout cas que ce soir il y aurait ce fameux match de Ziggler versus AJ Styles avec l'enjeu qu'il y a derrière. Dean Ambrose clairement pas grand chose à foutre, voilà, il boit son petit verre qu'on lui apporte, et par contre il va rejoindre la table des commentateurs. Voilà, il veut dire moi je vais aller voir ce qui se passe. Bon, je vais aller voir ce qui se passe, voilà, je fais voir quand voilà, il fait comme tu dis, ça le définit bien, il fait ce qu'il veut. Ouais. Donc début du match, donc alors comme je l'ai annoncé, un gros match de plus de 20 minutes entre AJ Styles et Dolph Ziggler avec un enjeu évidemment énorme. Pour les deux, y compris pour Dolph Ziggler, qui est peut-être un petit peu déçu, en tout cas pour son match SummerSlam, à la fois d'un point de vue, le match en lui-même, même si un match ça se fait à deux, et on aura peut-être beaucoup de choses à dire sur l'implication de Dean Ambrose dans ce match, en tout cas sa prestation technique. Mais toujours est-il qu'il a également beaucoup de choses à prouver, parce que s'il ne gagne pas ce soir, il est définitivement sorti de la title picture, en tout cas il retourne à la fin de la file, comme on dit. C'est ça. Donc, est-ce que tu as retenu des choses particulières sur ce match, parce qu'il est tellement énorme que, à part le regarder, ne pas le regarder ce match, ce serait ce serait un crime. Un crime. Pour autant, on va pas vous le lister parce que voilà, c'est 20 grosses minutes de match entre les deux. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué avant qu'on annonce la victoire, qui est ressorti victorieux de ce match? Non, mais comme tu dis, déjà, il faut absolument voir ce match. C'était vraiment excellent. Ça ne valait pas John Cena et AJ Styles, mais AJ Styles sort quand même 2 énormes matchs de coup sur coup en 3 jours. C'était vraiment exceptionnel. Moi, j'ai trouvé surtout au niveau de la rapidité dans le ring et des contres. Il n'y avait pas de spot en particulier très impressionnant et tout. Les deux sont pas forcément des habitués des trucs de balade à l'extérieur du ring, des suicide dive et tout. Donc il y avait peut-être pas un spot à vous conseiller en particulier, mais faut regarder au moins, ne serait-ce que peut-être le deuxième tiers ou la deuxième moitié du match pour voir les contres et la vitesse d'exécution sur certains mouvements. Quand je me souviens de quand Ziggler évite le 450 splash pour placer un DDT derrière, où franchement j'y ai cru.
Il y a eu un super contre aussi du super kick de AJ Styles qui le transforme en Styles Clash. Il y avait des choses très innovantes qui forcément viennent du fait aussi que le match était nouveau. On n'avait jamais vu les deux combattre. Donc du coup, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et pour une première confrontation, ils nous ont sorti énormément de choses qu'ils pouvaient faire tous les deux dans le ring avec leurs movesets respectifs. C'était très Ouais, impressionnant. on a quand même eu effectivement un match très solide du début jusqu'à la fin, avec Ah, ouais, effectivement ouais, ce non, dernier tiers là complètement fou. c'était complètement fou. Et puis c'était surtout complètement fou parce que le match était bien booké. C'est ça aussi qui aide. C'est pas, Eh oui. il y a pas juste les deux qui étaient bons. C'était aussi que le match était très bien booké parce que mine de rien, pourquoi le match était fou, c'est parce qu'on mordait dans chaque tombée de Ziggler parce que c'était pas du tout saugrenu de penser que Ziggler pouvait gagner pour transformer le match en triple threat, C'est puisque un peu effectivement la magie du triple threat, c'est que ça rend tout d'un coup possible oui, la parce que qualification d'un troisième larron. c'est ça, si on nous avait dit avant le match que c'était un match pour le first contender, ça aurait peut-être été plus compliqué pour nous d'imaginer Ziggler Eh oui. remporter le match parce que bon bah voilà, AJ Styles, ça y est là, il est lancé, il est lancé sur orbite après sa victoire. À mon avis, il va pas falloir longtemps qu'il finisse champion. Mais là, le fait que le match était booké comme ça, du coup on mordait à fond. Ziggler, il a sorti quelques très très belles near falls et ça donne un match fantastique dans lequel bah, on est investi du début à la fin parce qu'on n'est pas du tout sûr de l'issue. Et autre chose peut-être à souligner pendant le match, c'était donc les commentaires de Dean Ambrose qui étaient vraiment pas mal, j'ai trouvé, parce qu'il a il a presque pas parlé de lui pour une fois. Il a vachement mis en valeur Ziggler et AJ Styles pendant tout le segment. Il a monopolisé le micro. Oui, oui, on Il l'a est beaucoup attendu, mais c'était avec. Mais donc toujours dans le fond, voilà, il disait voilà Ziggler, il est super rapide, il est très dangereux, il peut vous coucher d'un seul move, machin. Et Just Styles, c'est l'expérience, c'est la technique, c'est le background, tout ça. Enfin, il les a bien mis over tous les deux, comme on dit. Donc c'était plutôt pas mal. Et puis après, il y a eu la petite confrontation. Moi, j'ai bien aimé la petite confrontation après le match, puisque bon bah du coup, AJ Styles gagne et va voir Dean Ambrose. Et Dean Ambrose, dans son style caractéristique, AJ Styles arrive collé à lui devant et Dean Ambrose ne se lève pas, il reste assis. Il le toise, enfin il le toise pas, mais du coup il le regarde, il rigole. Et puis au bout d'un moment, AJ Styles décide de lui enlever son casque un peu genre vas-y, respecte-moi, lève-toi et tout. Et donc il se lève et il se confronte un peu nez à nez, mais il se fout pas sur la gueule, j'ai trouvé ça pas mal. Parce que généralement ça part toujours un peu en cacahuète. Oui, oui, oui. Et là, j'ai trouvé pas mal. Ils étaient là, ils se regardaient les deux, ils souriaient, ils se regardaient, ils se disaient des amabilités manifestement. Et donc voilà, on fait monter la tension gentiment. AJ Styles donc s'avance vers un match pour le titre. On fait monter la tension tranquille. Et ça va être, je pense, ça s'annonce assez cool. Euh, et puis encore une feud, encore une rivalité assez fraîche. Maintenant, la question, ça va être quid de Dolph Ziggler. Ah, là, c'est effectivement donc. Quid Yeah, c'est vrai que là, tous les gros heals ont l'air bien accaparés. Ah oui. Euh, ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué. Ça va être compliqué tout de suite, tout de suite. Ouais, À mon avis, là, on va droit au heel turn, je pense. Enfin, on nous l'avait fait un peu mariner pendant la feud contre Dean Ambrose avec ce changement d'attitude de Dolph Ziggler beaucoup c'est vrai. plus violent, en guerre un peu contre tout le monde, parce que finalement, voilà, personne lui fait confiance, l'autorité lui fait pas confiance. Je vais vous prouver, je vais vous prouver. Là, il sort quand même de deux défaites terribles. Enfin, c'est des défaites, voilà, dont on pourrait croire, kayfabement parlant toujours, hein, mais on pourrait se dire, est-ce qu'il va s'en relever? Parce que il vient de perdre coup sur coup deux matchs de très très haute volée, très accrochés, très longs, où il n'est pas passé loin. Le premier, c'était pour le titre. Là, maintenant, c'était pour une chance de revenir encore pour le titre. Maintenant, Ouais. il sait que c'est fini. Voilà, il a perdu ça. Le wagon, le train est passé. Est-ce qu'il va s'en relever? En fait, c'est un peu ça. Je pense que la storyline, ça va être ça. Et donc, rarement la WWE nous a fait des. Je pense que c'est contre-productif. Maintenant qu'ils ont annoncé AJ Styles, Dean Ambrose à Backlash, ils vont pas faire du rétro-pédalage et sous prétexte que Dolph Ziggler va s'énerver, ils vont pas le réinclure
Ils vont pas faire un triple threat, je pense pas. Donc du Non, coup, ça serait... ça va être marrant de voir peut-être sa haine, sa hargne, ça a culminé peut-être jusqu'à pendant quelques semaines jusqu'à Backlash, et peut-être qu'à Backlash il va péter un boulon, intervenir, on sait pas, et puis commencer un heel turn. Oui, c'est plutôt... Oui, effectivement, c'est peut-être un des scénarios les plus intéressants et les plus naturels, hein, finalement. Franchement, c'est Sans et jouer au moi devin, c'est naturellement, ça, c'est ce que nous ouais. raconte l'histoire. Donc, C'est ça, moi ça me gênerait presque pas. Enfin, c'est pas parce que du coup on y pense et que ça semble probable que ce sera mauvais, parce que c'est presque naturel. Enfin, c'est organique, un peu comme feu de. Enfin, tu comprendrais le cheminement de pensée de et Dolph c'est là Ziggler. toute la force de l'écriture de cette rivalité, de l'histoire de Ziggler, c'est que souvent, en tant que suiveur, on fait des prédictions, mais c'est mécanique, c'est parce qu'on a Ouais. l'habitude, on sait comment ça fonctionne. Voilà, on sait que machin va intervenir là Oh, parce que voilà, c'est comme exactement. ça, c'est les ficelles. Et là, on Euh, embarque totalement parce qu'il y a l'histoire derrière. Et c'est là, c'est ça. c'est très, comme tu dis, c'est organique. Et c'est là où ça marche le mieux. Ça vient des tripes. Tu te dis, tu t'identifies vachement à Dolph Ziggler. Il a perdu un match terrible. Et là, maintenant, on vient le faire chier dans les vestiaires à SmackDown. Là, la petite rivalité, la mini feud sur un épisode était parfaitement et bien écrite, parce que finalement, il a perdu un match horrible. Et là, t'as le connard AJ Styles qui vient dans les vestiaires, qui se fout de sa gueule et tout. Bah forcément, tu t'énerves et t'as envie t'as envie de le défoncer. Et la suite s'écrit toute seule. Donc c'est très bien, parce que tu ne peux pas ne pas t'identifier et ne pas ressentir ce qu'il ressent. Donc tu es forcément derrière lui. Donc c'est nickel comme écriture. Donc c'est très bien. Et ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont en faire dans les semaines à venir, parce on pourrait tout à fait imaginer, voilà, ils sombrent un peu dans du côté obscur, parce que voilà, il pète un câble, il en a marre. Il agresse Callisto dans les toilettes. Oui, ok, on voit le genre. Ok. On va le faire. Donc une écriture au top. Du coup là justement les tops, les flops, c'est notre dorénavant célèbre conclusion, le mot de la fin effectivement. Donc Giscal, pour ce super épisode de SmackDown, de ce week-end totalement complètement fou, entièrement dédié au catch, quel a été ton top, ton flop et une petite note pour sanctionner tout ça? Petite note pour sanctionner tout ça. Je vais commencer par la note, puisque j'ai trouvé que c'était exceptionnel. S'il y a un épisode que vous devez regarder cette semaine, c'est SmackDown. Donc je vais mettre 4,9. Je sais pas si on a le droit. 4,9. Non mais enfin D'accord. Mais tu sais quoi, on est chez nous, on est à la maison, on fait ce qu'on veut. 4,9. 4,9 sur 5, je vais pas mettre la Putain. perfection, parce que Il n'y avait pas John Cena. exactement. Il était là via son brassard. Il était là via son brassard, son esprit était là, mais son esprit a été bafoué par AJ Styles. Donc je vais mettre 4,9 parce qu'on n'avait pas la perfection, mais c'était fantastique, enfin, c'était exceptionnel, très bel épisode où tout avait du sens, tout avait un enjeu. Les filles ont été mises en valeur, les équipes ont été mises en valeur, la feud pour le titre suprême a été magnifiquement écrite, enfin, c'était super. Donc il n'y avait rien à acheter en fait. Il y avait deux excellents matchs. C'était top. On n'a pas trop vu Shane McMahon. On n'a pas trop vu Shane McMahon, exactement. Donc du coup, mon top, ouais, c'est difficile de ne pas le donner au match AJ Styles contre Dolph Ziggler, qui était vraiment il le mérite, très, hein. très, très gros match. Donc à la couraisie. Mais il y avait énormément de top pendant toute l'émission. Mais bon, ce sera celui-ci. Ça, c'est le top du top. C'est le top du top. Et mon flop, putain, franchement, je sais pas, il y en a pas. Attends, là, on va dégoûter nos copains de Catch Up Pro si on galère à trouver des flops, alors qu'eux, ils savent même pas lequel choisir. Écoute, mon flop, merde. Peut-être Mon flop, que... Oui, vas-y. Vas-y, on va dire que mon flop, ce sera le fait que c'est un faux flop, c'est le fait que Breezango soit déjà sorti du tournoi. Je suis très triste. Je pense qu'ils avaient mieux à faire. Voilà, je vais dire ça. Ok, ouais, effectivement, c'est un faux flop. J'aurais pensé que tu aurais peut-être parlé de la ceinture intercontinentale. Ah, j'aurais pu. Voilà, c'est une façon de glisser un flop sans dire que c'était mon flop, t'as vu? C'est pas mal. Ouais. Alors, bah moi, effectivement, sur la note, c'est vrai que c'était quand même bien solide, bien fameux. Je vais mettre un 4,25.
C'est solide. C'est super solide, effectivement. Voilà. Quasiment tout était là, en fait. Ils ont réussi vraiment en 1h20 à tout mettre. Donc, dans mon flop, je vais mettre vraiment cette volonté, cette construction de reconstruire, justement, de construire, puisqu'on part de rien, là. Ces fameuses nouvelles divisions tag team et féminines. Donc, visiblement, ils prennent vraiment ça au sérieux. Prennent ça à cœur, à la fois pour construire les équipes, les catcheurs et les catcheuses. Donc ça, pour moi, c'est mon top de la soirée. Et mon flop, par contre, c'est ce petit manque d'ambition, justement, par rapport à ces fameux titres. Ce manque de, voilà, on nous annonce qu'on veut se différencier. Mais voilà, à la fois sur le design des titres et le nom qu'on leur donne. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage de ne pas réussir à marquer le coup d'une façon ou d'une autre, d'avoir créé quelque chose de nouveau, de frais, justement, toi. À la limite, sur le Universal Title, ça me dérangeait moins. C'est un peu le pendant du titre, à part le nom, hein, parce que le nom est pourri, mais je veux dire, concernant le look, le design. Ça me dérangeait moins, c'est le pendant du titre suprême. Bon, voilà, ça donne une image un peu, peut-être, ça lui donne instantanément une image assez prestigieuse de copier. Surtout, ça valide le fait que c'est un titre mondial. Mais après, c'est vrai que pour les autres, c'est con. Enfin, c'est vrai que c'est dommage. Ça fait un peu trop miroir, toi. On est un peu trop là dans. Ils font comme si, on va faire pareil et voilà. Nous, on va juste mettre tout en bleu. Bon, voilà. C'est ce côté manque d'ambition. Après, le pendant, c'est qu'effectivement, on veut construire ces divisions et ça fait plaisir. Je suis d'accord. Et je trouve que de manière générale, SmackDown exploite beaucoup mieux. Bon, après, ils ont moins de monde, hein, mais ils ont aussi moins de temps. Ils exploitent beaucoup mieux leur roster dans sa globalité que Raw, quand même. Effectivement. Donc, à suivre la semaine prochaine pour la suite du tournoi tag team. Il va également falloir un peu encore renforcer la division féminine. Puisque Naomi et Natalya, par exemple, n'ont pas combattu. Et surtout, l'arrivée de Heath Slater et de Rhino, la nouvelle team. Et visiblement, il manque une team dans ce tournoi. Alors, contre qui? Alors voilà, contre qui, effectivement. On découvrira ça donc la semaine prochaine. Giscal, je te dis encore merci. Écoute, merci à toi. Profite bien de la piscine. J'y retourne de ce pas. Voilà, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Catch Up. Vous pouvez évidemment nous suivre sur iTunes, sur PodCloud et sur YouTube. Laissez des commentaires, mettez des notes, partagez sur les réseaux sociaux. Ça aidera le podcast à se faire connaître car c'est important. Et puis surtout, continuez à nous écouter. N'hésitez pas à intervenir, nous poser vos questions et nous donner vos avis sur ce fameux fabuleux week-end de catch qu'on a connu. Voilà, gros bisous à vous, salut Giscal et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Mais c'est comme ça que je récupère des petites anecdotes, des petites citations que j'aime bien mettre à la fin. Je trouve ça assez rigolo. Ça nous donne un côté un peu humain. C'est ça, on n'est pas des machines.